À l'heure du déjeuner, au siège de la Banque Populaire, comment cultiver sur un compost fabriqué à partir de déchets alimentaires? On va faire un petit potager dans une bouteille d'eau de 3 litres avec que des déchets, uniquement. Le travail qui est intéressant chez Fermes d'Avenir, c'est qu'ils regardent précisément quelles sont les conditions techniques, économiques, environnementales qui permettent à ce genre de ferme qui préfigure l'avenir de se développer. C'est un business qui est d'utilité solidaire, hein. C'est pas le business pur, c'est le business d'intérêt général parce que ça correspond aux nouveaux besoins de la société, non? Et surtout que si on prend le pur critère économique, oui, c'est pas une rentabilité à 3 chiffres comme certaines activités. Si on prend en compte les aspects environnementaux et sociaux, on est nettement plus performant qu'une large majorité d'entreprises qu'on dit aujourd'hui très rentables. Maintenant, c'est plus un intérêt amusé, c'est un intérêt tout court. Alors, c'est quoi votre truc finalement? C'est des gens curieux, je vois, hein, tout simplement. Alors après, on essaye de présenter des solutions qui peuvent, alors à une micro-échelle, hein, s'adapter à des problématiques urbaines. Mais nous aussi, c'est comme ça qu'on avance en travaillant là-dessus. Hein. Loin des places financières parisiennes, la première ferme d'avenir est née ici, en Touraine, il y a 4 ans. À l'origine du projet, Maxime de Rostolan, un jeune ingénieur en environnement au profil plus digital que manuel. 40% des gens qui veulent s'installer aujourd'hui sont des néo-ruraux, sont des gens qui n'ont pas cet héritage paysan. Et je pense qu'il faut réconcilier la ville et la campagne et faire en sorte que tous ceux qui ont envie de ce sens dans leur travail au quotidien, tous ceux qui ont envie de pouvoir manger convenablement à des prix raisonnables tout en rémunérant bien les agriculteurs, il faut les associer à cette dynamique. Le maître du potager, c'est Xavier Mathias, formateur et apôtre de la permaculture, converti au concept ferme d'avenir. Ce petit truc-là, qui est ridicule pour l'instant, alors il est ridicule maintenant, il est tout petit, il est à moitié séco. Ça, c'était très cultivé jusqu'à la fin du XVIIe à peu près. Il a disparu ensuite. Ce truc-là, c'est bon à tomber par terre. Alors effectivement, on ne va pas sauver le monde avec ça, on ne va pas révolutionner les équilibres alimentaires mondiaux. Par contre, voilà, vous voulez vous faire plaisir, vous avez la chance d'avoir un jardin. Alors cultivez du chervi, parce que c'est vraiment, vraiment délicieux. Alors, plantes vivaces, rustiques, pas de ravageurs, pas de maladies. Vous allez pouvoir le multiplier vous-même. D'un, l'année suivante, on en fait 10. Enfin, il a tout pour plaire et surtout, il a un autre truc pour plaire, c'est qu'il est vraiment très très bon. C'est à l'ombre du château de la Bourdaissière que prospère ce modèle de micro-ferme sur 1,5 hectare de terre cultivée selon des méthodes inspirées de la permaculture. Le pari semblait fou. Prouver qu'on peut payer 3 salariés avec une production maraîchère biologique en recréant un écosystème. Rien d'impossible selon Hélène Le Thénault, éminente spécialiste de la transition écologique. En gros, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que si on développait tout un réseau de fermes agroécologiques comme la ferme de la Bourdaissière en France, on ferait 3 milliards d'euros d'économies par an en France. Notamment sur les dépenses de santé par une alimentation plus saine, sans pesticides, plus équilibrée, et puis également avec des retombées économiques locales. Plus d'emplois, plus de recettes fiscales locales et un meilleur partage d'une nouvelle richesse pour tous. Pendant cette phase d'expérimentation, la micro-ferme accueille des stagiaires venus de tous horizons pour participer à l'aventure. Toi, t'as une semaine? Non, 2 semaines. 2 semaines, je suis là. Là, t'as 2 semaines? Ouais. Ok, cool. Du coup, les garçons, vous pouvez aller chercher les grelinettes dans l'atelier. Okay. Et Quentin, tu lui montres, là vous avez continué, enfin vous avez terminé vendredi avec Adélaïde. Okay. J'ai toujours vécu dans la ville. Je travaille dans un bureau. Je trouve que c'est un peu la caricature du néo-rural qui veut se rapprocher un peu plus de la terre. Mais c'est ça, trouver un sens et puis faire du concret quoi, quand on travaille la terre, qu'on plante, qu'on voit le résultat de son travail, c'est du concret.
Les fruits et légumes sont livrés dans les magasins bio de la région, comme Biolinette, une scope à Montlouis-sur-Loire. C'est vrai que ça fait des beaux bouquets, en plus ça peut faire soit une belle salade, soit une belle petite potée de légumes. Ah cool. Et je trouve que c'est un petit bout de pissenlit, moi, un petit peu. Ouais, ou de moutarde un peu. Ouais, mais c'est vrai que la moutarde c'est fort, hein. Par contre la moutarde toute seule... Les maraîchers bio classiques, ils vont se baser sur des techniques un peu plus anciennes. Ils n'ont pas les reins assez solides, entre guillemets, pour s'essayer à des nouvelles techniques culturelles. Donc c'est vrai que là, la permaculture, comme ils le mettent en place, je pense qu'un maraîcher classique ne pourra pas le faire, ne pourra pas essayer de le mettre en place. Ce sera trop dangereux pour lui, il y a trop de dangers financiers en fait. À quelques centaines de kilomètres, près de Rouen, la ferme Mare des Ruffaux a rejoint le réseau Fermes d'Avenir comme une quarantaine d'autres structures à travers la France. Après avoir passé 6 mois à la Bourdesière comme volontaire, Marc apporte son expérience ici, en Normandie. Donc voilà, l'idée c'est ça oui, ça non. Okay. Mais par contre ça on le met de côté. Et après tu vas sûrement en trouver, bah tiens je te les donne, je te les laisse mettre. Tiens, je vais te faire visiter la ferme, c'est la première fois que tu viens, toi. Ouais, avec grand plaisir. Mais la patronne, c'est Linda. Aujourd'hui, elle présente son domaine à Pierre, diplômée d'une école de commerce comme elle, et qui est en charge de la communication des fermes d'avenir. On est parti de zéro, tout ce que tu vois là, ça a été planté par nous, monté par nous, les serres. On a plus d'une centaine de familles qui consomment nos légumes régulièrement, donc... On a aussi le challenge d'arriver à les satisfaire. On a 100 espèces végétales qui ont elles-mêmes au minimum 10 variétés. Donc on se retrouve avec plus de 1000 produits différents, alimentaires, bio. Entre les légumes, les fruits, les aromatiques, un petit peu des œufs, on fait de la transfo, on fait des confitures. De la fourche à la fourchette. Le combat du réseau Fermes d'Avenir, c'est de changer les règles du jeu pour tenir compte de ce qu'on appelle les bénéfices cachés. Quand on regarde le prix d'une tomate conventionnelle, que nous on appelle chimique, et le prix d'une tomate bio issue d'un système agroécologique, et ben en fait oui, la tomate issue du système agroécologique elle coûte peut-être 2,50 €, mais la tomate qui coûte 2 € en fait elle coûte pas 2 €, parce que si on prend en compte le coût de la dépollution des eaux, le coût de la pollution et de l'impact que ça a pour la santé, etc., qu'on paye tous collectivement dans nos impôts, cette tomate elle coûte beaucoup plus cher à la société. Et en plus, nous notre tomate à 2,50 €, au-delà de sa valeur économique et de l'emploi qu'elle crée, elle a un impact social et environnemental beaucoup plus fort. Pour démontrer qu'une micro-ferme est plus productive qu'une exploitation traditionnelle, un comité d'une douzaine d'experts a été constitué avec des sociologues, des médecins et des économistes. Leur mission ? Convaincre les politiques. Est-ce que ces fermes, elles sont plus riches que ce qu'on veut bien dire? Oui, alors elles sont plus riches d'au moins 50% que ce que la comptabilité voudrait bien nous dire. Et en plus, elles rendent des services à la société qui ont une valeur de plus de 3 000 € par hectare cultivé. Donc des services de purification de l'eau, de préservation du climat, de santé. Et donc ça a une valeur énorme pour la société qu'on a été capable de chiffrer, et c'est ces arguments-là qu'on veut faire valoir maintenant. On est quand même à contre-courant total de l'agriculture aujourd'hui. Et même quand on est bio, parmi les bio, on a encore une catégorie un peu spéciale où on n'est pas toujours compris. On parle de rêveurs, d'utopistes. Et donc c'est vrai que c'est très important aujourd'hui de conforter un peu nos modèles par des preuves, un peu de recherche, etc., pour vraiment prouver aux yeux des autres et de se fédérer. Pour moi, là, c'est l'heure maintenant de se mettre en réseau et de croire à la force du réseau pour porter plus haut nos projets. C'est à midi qu'on mange. Marc, pour l'avoir vu à la ferme, il mange jamais, c'est une machine quoi. Si, t'inquiète, je mange, la machine a besoin de manger d'ailleurs une fois tous les 3 jours. Non, il mange ici. Et l'équipe de la micro-ferme Mare des Ruffaux continue à se battre pour faire évoluer la réglementation qui défavorise les micro-exploitations au profit des géants de la monoculture. Retour à la Bourdesière en Touraine. Une fois tous les 2 mois, la ferme d'Avenir ouvre
ouvre ses portes aux visiteurs. L'humain qui est au cœur de la réflexion qu'on mène ici. Quelle est la place de celui qui cultive? Quelle est la place de ceux qui vont acheter de ces produits, etc. C'est ça qui nous intéresse, c'est comment on peut trouver une espèce d'harmonie un petit peu là-dedans. L'idée étant que chacun, on a tous besoin les uns des autres. Nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est une agriculture qui soit reliée à son passé. Ça ne veut pas dire qu'on est passéiste ou quoi que ce soit et que c'était mieux avant et que la neige était plus blanche et compagnie. Non, mais c'est que par contre, on ne peut pas totalement se couper comme ça de son passé, de son histoire, qui est une évolution sur les matériaux, etc., même sur l'ergonomie, voilà, c'est vrai que la roue gonflée comme ça, c'est quand même vachement mieux que la roue ferraille, etc. Donc, mais toujours un lien, quoi. Et là, notre agriculture est complètement coupée de son passé. C'est une autre culture, quoi. Mais je ne vous cache pas que j'y croyais pas jusqu'à maintenant, quoi. En fait, pour moi, je ramène un peu d'engrais, je mets du fumier, je retourne la terre au mois de novembre, bref, à l'ancienne, quoi. Et puis maintenant, on nous dit « Ah non, non, il ne faut pas trop toucher à la partie souterraine de la surface de la Terre. » Voilà. Chacun en fait ce qu'il veut, en fait, de tout ça. Je ne suis pas sûr, moi, d'avoir raison. Donc je ne vais pas chercher à convaincre, alors que moi-même, je ne suis pas du tout sûr du résultat. Est-ce qu'il faut faire comme ça? Est-ce que c'est une bonne idée, pas une mauvaise idée? Ce que je sais, par contre, c'est que, et ça c'est important, c'est qu'on le fait en conscience, par contre. C'est-à-dire qu'on le fait proprement, en respectant les humains qui travaillent avec nous, en respectant le sol, en respectant l'eau, en évitant de salir quoi que ce soit ou de l'abîmer, et on le fait sans vénalité, c'est-à-dire sans volonté d'enrichissement. Donc à ce moment-là, effectivement, moi je me sens libre par rapport à ça de le faire. Ici, le meilleur filtre, c'est la terre. Dans 20 ans, j'espère qu'il n'y aura plus à marquer AB sur les produits de bonne qualité, mais qu'on mettra plutôt un warning sur les produits qui ont des produits chimiques potentiellement dangereux. J'aimerais aussi que d'ici 20 ans, on puisse rémunérer les agriculteurs pour l'ensemble des services qu'ils rendent. Ils traitent la qualité de l'eau, ils préservent la santé des gens, ils captent du carbone, ils créent de l'emploi, ils dynamisent les territoires. Et ça, si on n'intègre pas ça dans leur bilan comptable, on voit que c'est compliqué parce que le panier moyen des ménages pour l'alimentation a largement diminué ces dernières décennies. Et donc, c'est quelque part une volonté politique, une manœuvre politique d'encourager ce système-là. Dans 10 ans, la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite et remplacés en partie par de jeunes néo-ruraux qui n'ont pas grandi à la campagne. Ce sont eux qui portent désormais l'espoir d'un véritable changement.